Nous nous posons tous des questions. De grandes questions. Les extraterrestres existent-ils? C'est une caractéristique des êtres humains. Comment les trouver? Écoutez ça. Je m'appelle Stephen Hawking et je suis persuadé que chacun de nous peut répondre par lui-même aux grandes questions qu'il se pose. Avec l'aide de quelques personnes ordinaires Incroyable. et une équipe d'experts, La première fois que j'ai vu ça, j'ai été époustouflé. nous allons partir pour le plus lointain des voyages, à la recherche des réponses aux plus grands mystères de l'univers, J'entends une forme de vie intelligente. en nous servant de la puissance de l'esprit humain. Parce que tout le monde peut penser comme un génie. Sommes-nous seuls? Avez-vous déjà regardé le ciel nocturne en vous demandant s'il y avait quelqu'un dans cette immensité? Des créatures extraterrestres qui vivent peut-être sur une planète en orbite autour d'une étoile lointaine? Si vous méditez sur ces questions-là, vous êtes en bonne compagnie. Sommes-nous seuls est une des questions les plus importantes pour l'humanité. Elle a préoccupé certains des esprits humains les plus brillants. Mais je crois que n'importe lequel d'entre nous peut y répondre par lui-même. Voyons si j'ai raison. J'ai demandé à 3 esprits curieux de se joindre à moi pour un parcours initiatique. Une série de défis passionnants les attend. Ils auront les outils et les accessoires nécessaires. Pourront-ils suivre les plus grands penseurs de l'histoire et évaluer les possibilités que nous ne soyons pas seuls? Sommes-nous seuls? Sommes-nous seuls? Je crois que c'est une grande question. Franchement, je ne sais pas. J'espère. J'ai un peu envie de dire je crois que nous ne sommes pas seuls. En même temps, j'aime bien l'idée que les êtres humains soient uniques. J'ai envie de dire téléportez-moi, je veux y aller, je veux explorer, je veux voir ce qu'il y a là-haut. Le premier pas pour s'interroger sur la possibilité d'une vie extraterrestre, c'est de se demander ce qui rend la vie possible. Comment la vie a commencé ici, sur la Terre? On a plein de formes de vie différentes sur Terre. Comment ça a commencé? Je crois qu'avoir une source d'énergie est essentiel. Il faut penser à ce qui active la vie sur notre planète luxuriante, la Terre. C'est l'énergie de notre étoile, le Soleil. Alors peut-être que d'autres étoiles pourraient activer la vie dans d'autres mondes situés dans notre galaxie, la Voie lactée. Pour évaluer les probabilités de cette hypothèse, nos volontaires doivent commencer par s'interroger sur le nombre d'étoiles dans notre galaxie. Imaginons que ce minuscule grain de sable représente une étoile dans la Voie lactée et que dans cette cuillère se trouvent 50 000 grains de sable. Cela représenterait donc 50 000 étoiles. En prenant cela pour point de départ, les volontaires pourront-ils essayer de deviner le nombre d'étoiles dans notre galaxie et trouver un moyen de les visualiser? Une cuillère de sable. Bon. Là-dedans, on a 50 000 étoiles. Et elles tiennent dans une cuillère. Oui, C'est fou. complètement dingue. Mais à quoi ça nous mène? Tu peux deviner combien il y a d'étoiles dans notre galaxie? C'est une bonne question. Oui, je sais qu'il y en a plusieurs milliards, mais... Des milliards? Je crois que c'est 100 milliards. J'ai entendu ça quelque part. 1 milliard. Commençons par là. C'est facile à retenir. 1 milliard? Je ne sais pas. D'accord, d'accord. J'ai envie de dire qu'il y en a plus. Plus que 100 milliards?
Oui, Je dirais bien 100 milliards, moi. Pas 1 milliard. je crois que c'est quelque part entre 90 et 100 milliards. Je propose de peser le contenu de la cuillère. Après, on pourra monter jusqu'à 100 milliards. Voilà toutes nos étoiles. 50 000 étoiles pèsent 70 grammes. 70 grammes. Bon, on va calculer. 140 000 kilogrammes. Leur calcul est bon. Ils auraient besoin de 140 000 kilos de sable pour représenter leur estimation de 100 milliards d'étoiles. C'est beaucoup de sable. On pourrait peser un seau de sable et calculer de combien de seaux on aura besoin. Super idée. D'accord. Allez, Alors, qu'est-ce que ça donne? d'accord. Le seau pèse un peu plus de 14 kilos, ce qui fait 10 000 seaux de sable. Oui, c'est un vrai délire. On pourrait essayer d'empiler 1 milliard d'étoiles. La même chose multipliée par 100 nous donnerait une idée de la taille de notre galaxie en se basant sur notre estimation. On fait ça. D'accord. Allez. Remplir des seaux avec des étoiles, c'est un gros boulot. On peut ainsi commencer à se rendre compte de la taille de notre galaxie. Cette évolution scientifique a commencé voici très longtemps. Tout d'abord, les mythes ont raconté que la Voie lactée était un chemin céleste constitué de lait. Puis, il y a tout juste 500 ans, un esprit révolutionnaire a révélé ce que la Voie lactée était vraiment, pour la première fois. Galileo Galilei, connu sous le nom de Galilée, est peut-être le fondateur de la science moderne. Il arrive à la fin du XVe siècle avec une nouvelle manière de regarder le monde. Cette nouveauté, c'est l'expérimentation. La grande innovation de Galilée, c'est d'utiliser les techniques de navigation en mer pour observer le ciel. Son télescope révèle une fabuleuse vérité. Galilée pointe son télescope sur la Voie lactée et il se rend compte qu'elle est constituée d'étoiles. Je peux à peine imaginer l'enthousiasme de ce grand savant au moment où il a compris ça. Galilée fait ainsi un très grand pas dans la perception de notre galaxie. Une trajectoire que mes volontaires vont suivre, j'espère. Aujourd'hui, nous savons que la Voie lactée est une vaste spirale d'étoiles, de planètes, de gaz et de poussière interstellaire. Cependant, nous pouvons seulement faire une estimation du stupéfiant nombre d'étoiles que cette galaxie contient. Ce que nos volontaires vont aussi tenter de faire. Voilà. C'est 1 milliard d'étoiles. 1 milliard d'étoiles? Je crois que ma première estimation à 100 milliards d'étoiles était au-dessus. C'est vrai que 100 tas de sable comme celui-là... C'est beaucoup. Oui, c'est trop. Il y a peut-être seulement 1 milliard d'étoiles. Pour faire une estimation du nombre d'étoiles dans notre galaxie, les scientifiques se basent maintenant sur une équation mathématique très complexe. Et le résultat est extraordinaire. L'estimation actuelle est de 300 milliards d'étoiles. C'est 3 fois plus que la première proposition des volontaires et 300 fois plus que la seconde. Ils étaient loin du compte. Incroyable! Incroyable! 300 milliards? C'est incroyable. C'est tellement énorme. Alors il nous faut un peu plus de sable. J'y crois pas. Elle est stupéfiante, cette galaxie. Oui. Heureusement, ils sont très bien équipés. Quelle quantité de sable leur faudra-t-il?
Ça fait 8 tonnes! On a besoin de 416 tonnes au total. On a seulement 40 tonnes pour l'instant. Encore 362 tonnes. Diriger la pelleteuse et faire circuler les camions m'a fait réfléchir à la taille réelle de la galaxie. 61 tonnes jusque-là. C'est hallucinant. Je crois que c'est le seul moyen de réaliser concrètement combien il y a d'étoiles dans notre galaxie. Chaque pelletée de 8 tonnes représente 6 milliards d'étoiles. Et chaque étoile est une source d'énergie possible pour un monde extraterrestre. On n'aurait jamais réussi à faire ce tas de sable sans les machines. Non, je serais morte depuis longtemps. Je dois reconnaître, ça fait une sacrée quantité d'étoiles. Bon, il nous faut encore 15 tonnes. Pelleteuse numéro 1, encore une. La dernière pelletée, ouais! J'aurais jamais réalisé si j'avais pas vu ça. Voici l'équivalent du nombre d'étoiles dans la galaxie. Un tas de sable de 416 tonnes. Environ 300 milliards de grains de sable individuels. Là, je comprends. Quand je pense que la Voie lactée est aussi grande et contient autant d'étoiles, comment c'est possible? La prochaine fois que je regarderai les étoiles dans le ciel, je vais me sentir un peu écrasé. Environ 300 milliards, c'est notre galaxie. Tous ces minuscules grains de sable, on peut en prendre un seul sur ce tas de sable et se dire que c'est notre soleil. Quand je vois ça, l'idée qu'il y ait de la vie ailleurs n'est plus une possibilité, c'est une certitude. Quand je regarde les étoiles dans le ciel la nuit, ça donne une autre signification à notre présence ici et à ce qui nous attend. Je crois que ça me fait réfléchir à la signification de la vie, tout simplement. Avec un peu d'aide, mes génies en herbe ont réussi à prendre conscience du nombre d'étoiles dans notre galaxie. Des sources d'énergie potentielles pour nos petits hommes verts. L'étape suivante, pour savoir si nous sommes seuls, c'est de se demander de quoi d'autre aurait probablement besoin une forme de vie extraterrestre. Quelle est la prochaine étape? On est une planète et on tourne autour de notre étoile. Alors peut-être qu'on devrait chercher quelque chose de proche. Une planète en orbite autour d'une de ces milliards d'étoiles. Il y a une immense quantité d'étoiles dans la Voie lactée, mais ça ne prouve rien si on ne trouve pas une planète. Puisque la vie est apparue sur notre planète, il semble aujourd'hui logique qu'elle ait pu aussi apparaître sur d'autres planètes en orbite autour d'autres étoiles. Mais comment trouver ces autres planètes? Regardez ça! Trouver des planètes dans l'immensité de l'espace n'est pas facile. Voici quelques planètes en modèle réduit. Vont-elles permettre à nos volontaires de s'approcher de la solution? C'est dingue! Une salle de théâtre? C'est quoi ce délire? J'adore! C'est magique! C'est vraiment beau! On est sur scène! Ouais. On a vu un projecteur très puissant devant nous et j'ai tout de suite fait le lien avec une étoile. C'est le genre d'analogie qu'on attend de nous ici. C'est dingue. Regardez ça! Et ça, là, vous avez vu ce truc? Ouais. Il y a une ombre. Ouais. On voit l'ombre d'une planète? Il faudrait que ce soit une très grande planète. Ce qu'on doit chercher, c'est un phénomène régulier sur une étoile. Une ombre qui passe, un changement des niveaux d'énergie une fois par mois, ou une fois tous les 5 ans, ou une fois tous les 10 ans. Oui.
Si des planètes sont à proximité d'une étoile, elles sont en orbite autour d'elle. Quand une planète passe entre le Soleil et la Terre, on voit la lumière s'obscurcir parce qu'elle passe devant la lumière. C'est le genre de phénomène qu'il faut chercher. Le problème, c'est qu'on avait une immense distance entre l'étoile et l'endroit où on avait placé les planètes. Vous pensez qu'il devrait y avoir beaucoup moins de distance entre les planètes et l'étoile qu'entre l'observateur placé sur la Terre et les planètes? Absolument. On n'a pas beaucoup de recul ici. C'est un espace immense. On devrait les placer au balcon. C'est bien. Ils reproduisent correctement la disposition d'un système solaire éloigné et ils anticipent un problème. Les planètes sont relativement petites et leur étoile est très brillante. Je crois qu'il faut guetter un tremblement lumineux quand elle passera devant. Ouais. Lindsay, t'es là-haut? Oui. C'est bon. On commence avec la première, la plus petite planète. On va vérifier si on la voit. Je crois qu'elle est trop petite. D'accord. Bon, on essaie la numéro 2. Vous avez vu la numéro 1? On n'a rien vu. Attends, C'était mon bras. on a vu ton bras. Ça a bien marché. Je vais mettre mes lunettes pour essayer de mieux voir. Ouais. C'est du délire. Bon, allez, on y va. On essaie avec la numéro 3. On verra ce qui se passe. On essaie avec la plus grande, d'accord? D'accord. J'ai mis la planète numéro 3 en plein milieu. Vous voyez quelque chose? Toujours rien de mon côté. Rien non plus. Je vois rien. On sait que la planète est juste en face de nous, mais la lumière est tellement forte qu'on ne peut pas voir l'ombre de la planète. Bon, qu'est-ce que t'en penses? On voit rien. On ne peut pas repérer la lumière, ni le clignotement, ni l'ombre. Ils rencontrent des difficultés, mais ils sont sur la bonne voie. Une planète en orbite autour d'une étoile lointaine est trop petite pour être vue directement de la Terre. Elle est perdue dans la lumière aveuglante de son étoile. Mais les scientifiques ont fini par se rendre compte qu'ils pouvaient peut-être repérer des planètes très lointaines d'une autre manière. Étant donné qu'une planète passe en orbite entre son étoile et nous sur la Terre, les astronomes ont émis l'hypothèse qu'elle faisait diminuer légèrement pour nous la quantité de lumière émise par l'étoile. L'effet produit serait un clignotement de cette étoile. C'était seulement une théorie. Jusqu'en 1999, quand une équipe de scientifiques dotée d'un simple télescope et d'un posemètre a essayé de détecter cet effet sur une étoile lointaine. En 1999, en tant qu'étudiant diplômé, j'ai eu le formidable privilège d'être le premier être humain à voir une planète passer devant une étoile. La première fois que j'ai vu ça, j'ai été époustouflé. C'était exactement le signal que j'espérais voir, et je l'avais devant moi. Située à 150 années-lumière, la planète Osiris, comme elle était appelée non officiellement, est gigantesque. Une géante gazeuse dont la masse est environ 220 fois celle de la planète Terre. Confirmer l'existence d'un tel monde a été une avancée prodigieuse. Mais est-il possible de trouver des planètes plus petites et ressemblant davantage à la Terre? Des planètes qui pourraient être peuplées d'êtres vivants. Dans leur recherche d'une vie extraterrestre, les scientifiques ont montré qu'il était possible de détecter des planètes en dehors de notre système solaire. Lindsay, t'es en position? Avec de nouveaux outils, nos volontaires vont-ils réussir à comprendre comment les scientifiques ont réussi cette avancée spectaculaire? Incroyable! Super! C'est un télescope! Incroyable! Tu sais comment ça marche? Non, mais ça doit pas être si difficile. Je crois que c'est une sorte de capteur. On le branche sur le télescope et ça nous dit l'intensité de la lumière. Oui,
C'est sûrement pour mesurer l'intensité lumineuse, le nombre de lumens. On mesure ce qu'on obtient avec ça? D'accord. C'est fantastique. Incroyable. Bon, voilà le relevé qu'on a fait sur cette étoile. C'est notre base de référence, tu notes? Ouais, c'est notre point zéro, quand il n'y a pas de planète. D'accord, ça marche. Le posemètre, qui est beaucoup plus sensible que l'œil humain, va réagir au moindre petit changement d'intensité de la lumière. Bon, Lindsay, on va réessayer de faire passer la planète devant. Commençons avec la plus petite. La tension monte. Oui. Bon, toujours rien. Oh, oh, oh! C'est dingue! Bon, on a vu un changement. J'ai été soulagé de voir que ça marchait. Je commençais à me demander si on allait repérer quelque chose. On a réussi à voir une planète qui passait devant notre étoile. On est les meilleurs. En devinant comment on peut détecter un monde extraterrestre, mes volontaires ont fait un pas de plus pour répondre à la question « Sommes-nous seuls ?» Les scientifiques utilisent la même méthode pour trouver dans la galaxie un système planétaire comparable à notre système solaire, mais avec des instruments beaucoup plus sophistiqués. On avait besoin d'aller dans l'espace au-dessus de l'atmosphère terrestre avec un grand télescope. C'est ce qu'a fait la NASA avec la mission Kepler. Le télescope Kepler mesure simultanément la luminosité de 100 000 étoiles. Son objectif est de trouver des systèmes planétaires comportant des petites planètes rocheuses comme la Terre. Et les résultats sont stupéfiants. On a repéré sans aucun doute possible des dizaines de planètes. Et chaque fois qu'on télécharge les données récoltées, de nouvelles planètes deviennent visibles. Actuellement, on en est à 4000 planètes. En fait, quand on regarde les étoiles dans le ciel, on regarde des frères et sœurs, d'autres systèmes planétaires avec lesquels nous pouvons espérer avoir un jour des échanges. On vit peut-être dans l'univers de Star Trek, où chaque étoile correspond à un système planétaire qui abrite différentes civilisations. Mais ce que la mission Kepler a découvert jusque-là n'est qu'une petite partie de ce qui reste à découvrir. Le télescope Kepler peut seulement détecter des planètes qui passent entre lui et l'étoile autour de laquelle elles sont en orbite. Il existe donc de nombreuses autres planètes en dehors de la ligne de mire de Kepler. De plus, son champ de vision représente seulement 1/4% du ciel. Les scientifiques ont donc transposé les données fournies par Kepler sur l'ensemble de la galaxie. Leurs calculs ont révélé l'existence d'au moins 100 milliards de planètes, dont la moitié sont probablement des planètes rocheuses, en partie comparables à la nôtre. Je trouve que tous ces chiffres sont fascinants, parce qu'ils sont tellement gigantesques, plus gigantesques que j'aurais pu l'imaginer. S'il y a 50 milliards de planètes habitables dans la galaxie, c'est impossible qu'on soit seul. Pourquoi notre planète serait la seule de son genre au milieu de 50 milliards de planètes rocheuses? C'est un chiffre qui me donne assez d'espoir pour dire que oui, il y a de la vie ailleurs. En cherchant une vie extraterrestre, les scientifiques ont découvert que les planètes rocheuses sont une chose courante dans notre galaxie. La prochaine étape est de réfléchir à ce qui pourrait rendre ces planètes propices à la vie. On sait que sur notre planète, la vie a commencé dans un environnement aquatique. L'eau est le liquide essentiel. L'eau a de nombreux avantages. Pour commencer, il y en a beaucoup et partout.
L'hydrogène est l'élément le plus abondant dans le cosmos. Le troisième élément le plus abondant est l'oxygène. Hydrogène, oxygène, H2O. L'autre avantage de l'eau, c'est qu'elle est liquide dans une certaine fourchette de température. Et elle peut interagir avec d'autres molécules de plusieurs manières en facilitant les réactions chimiques. La vie telle que nous la connaissons a besoin d'eau pour exister dans sa forme liquide. Cela veut dire que nous pouvons rétrécir notre champ de recherche des planètes habitables. Car la distance entre l'orbite d'une planète rocheuse et son étoile détermine la présence ou l'absence d'eau liquide sur cette planète. Si l'orbite est trop proche de la source de chaleur, l'eau va se transformer en vapeur et probablement disparaître. Si elle est trop éloignée, l'eau va se transformer en glace. Mais si l'orbite est entre les deux, la température de la planète a des chances d'être idéale. Comme la température du bol de porridge que goûte la petite fille dans Boucle d'or et les trois ours. Raison pour laquelle les scientifiques appellent cette zone habitable la zone Boucle d'or. Les scientifiques estiment qu'il pourrait y avoir dans les zones Boucle d'or 500 millions de planètes rocheuses sur lesquelles se trouve de l'eau liquide. C'est très simple. Sur une planète qui se trouve dans cette zone, on peut avoir des océans liquides. Autrement dit, on peut concevoir qu'elle abrite la vie, tout simplement parce qu'il y a de l'eau liquide. Compte tenu du grand nombre de mondes rocheux où il y a de l'eau, à l'instant même où je vous parle, il existe probablement une quantité innombrable de lieux où une vie basée sur l'eau se développe. Et avec de nouvelles découvertes telles que la présence d'eau sur Mars et sur Pluton, nous avons de bonnes chances de rencontrer des organismes extraterrestres de notre vivant. Les statistiques permettent de le prévoir. Sans aucun doute, il y a de la vie ailleurs. Voici une autre perspective qui me semble encore plus vertigineuse. Étant donné que notre galaxie existe depuis plus de 13 milliards d'années, les plus simples des formes de vie ont eu largement le temps de se transformer en organismes complexes et de donner naissance à une civilisation intelligente, peut-être comparable à celle que nous avons sur Terre. Et si une forme de vie avancée s'est développée sur un infime pourcentage de ces planètes, il pourrait exister un bon nombre de civilisations extraterrestres dans notre galaxie, dotées d'une technologie permettant de communiquer avec nous. Certaines sont peut-être déjà en train d'essayer. Pour le savoir, il suffit aux scientifiques de tendre l'oreille. Mais ça n'est pas aussi évident que cela en a l'air. J'ai envoyé mes volontaires à l'endroit où les scientifiques sondent l'espace en espérant entendre des signaux. Incroyable! C'est stupéfiant! C'est carrément incroyable! C'est dingue! Cet endroit est la preuve qu'il existe ici une vie intelligente dotée d'une technologie avancée. Découvrons maintenant les sons que les astronomes entendent et comment cela peut les aider à trouver des extraterrestres dotés d'intelligence. Ce bruit blanc est le bruit de l'univers, converti en quelque chose que nous pouvons entendre. Et il se pourrait qu'il contienne un message d'une forme de vie intelligente. Dans la recherche d'une vie extraterrestre, nous avons un problème. Comment entendre un message venu d'ailleurs avec un arrière-fond sonore aussi envahissant? Ah ouais. C'est génial! Avec l'équipement que j'ai mis à leur disposition, mes volontaires vont-ils trouver une solution? C'est un défi intéressant. En fait, l'espace est très bruyant. Alors si des êtres intelligents nous envoient des messages, comment on va les entendre? Comment on va les trouver? Ça me dit quelque chose.
On sait que c'est le bruit blanc de l'espace. On écoute l'espace. Ce bruit blanc vient des haut-parleurs autour de nous. On dirait un égaliseur. Ouais. Tu crois qu'on peut mixer et essayer de choisir ce qu'on veut écouter? Le volume de bruit blanc est réglé. Mes volontaires disposent d'un égaliseur et d'un mégaphone. Comment vont-ils imiter un message venu de l'espace? Ce sera toi, la voix intelligente venue de l'univers. Avec plaisir. On a décidé que Will était un extraterrestre. Son boulot, c'est d'envoyer un message depuis l'espace. Vas-y, Will, vas-y! Elles m'ont fait jouer le rôle de l'extraterrestre qui envoie un message. On fait un test. On va essayer d'entendre Will, qui est notre extraterrestre. Oui, le grand problème, c'est que c'est très bruyant ici. Si une créature émet un signal intelligent, on ne pourra pas l'entendre. Il y a trop de bruit ici. Je suis un extraterrestre. Je l'entends pas. Je suis un extraterrestre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce réglage-là, Je suis un extraterrestre. il a créé un bruit artificiel. Je suis un extraterrestre. On n'entendait rien, même s'il criait. Je suis un extraterrestre. Je suis un extraterrestre. Je suis un... Percevoir des messages extraterrestres est un défi auquel les scientifiques se sont attaqués dès les années 50. Giuseppe Cocconi et Philip Morrison ont émis une hypothèse. Selon eux, des extraterrestres intelligents se serviraient d'une caractéristique particulière de l'univers. Il existe une bande de fréquences sur laquelle il y a très peu de vibrations et qui est donc bizarrement calme. Et sur cette bande, il existe une fréquence bien précise qui est idéale pour une communication longue distance. Il existe une fréquence qui est appelée la fréquence de l'hydrogène. Elle est à 1420 MHz, ce qui est bien au-dessus de la télévision et de la radio. Et cette fréquence est donc très importante pour l'astronomie. Étant donné que cette fréquence est liée à l'élément le plus commun de l'univers, l'hydrogène, les scientifiques en déduisent que des astronomes extraterrestres connaîtraient forcément son existence. Se régler sur cette fréquence magique est une bonne idée parce qu'il est probable que des extraterrestres la connaissent. Et elle est idéale pour nous contacter. Cocconi et Morrison suggèrent que cette zone calme sur la bande radio serait la fréquence que choisirait une civilisation extraterrestre pour communiquer. Les volontaires vont-ils comprendre qu'ils doivent créer leur propre version de la bande de fréquence silencieuse de la galaxie? Non, on a amplifié les sons. Il faut les baisser. Je suis un extraterrestre. On avait beaucoup de fréquences, mais le message de Will était émis seulement sur un très petit nombre. Il émet sur une bande de fréquences très étroite. On s'est dit que si on arrivait à éliminer les signaux en bruit de fond, on pourrait l'entendre. Si on arrive à savoir ce que c'est, on pourra l'isoler. Je suis un extraterrestre. Baissez de là. Je suis un extraterrestre. On peut amplifier les signaux. Je suis un extraterrestre. Je commence à l'entendre. Je commence vraiment à l'entendre. Je suis un extraterrestre. Elles ont fini par capter la fréquence sur laquelle j'émettais en baissant le volume du bruit blanc sur cette fréquence spéciale. Elles ont réussi à isoler ma voix. Je suis un extraterrestre. Je l'entends! C'est dingue! Je suis un extraterrestre. On l'entend bien? Oui! Nos volontaires pourront-ils en tirer la même déduction que les scientifiques? Si j'étais un extraterrestre intelligent, je choisirais d'émettre mon message, genre, on est là, sur la fréquence la moins bruyante, pour que l'autre forme de vie intelligente ait des chances de m'entendre. Il dit, je suis un extraterrestre. Vous m'entendez? J'entends une forme de vie intelligente dans l'espace. Je suis un extraterrestre. C'est fabuleux. Je suis un extraterrestre. Les astronomes écoutent des signaux extraterrestres sur le point sensible de la bande cosmique depuis 30 ans. Pour la plupart des gens, la façon évidente de trouver des extraterrestres est de se mettre à leur recherche.
Comme les personnages de Star Trek, ils partent dans l'espace à bord d'un vaisseau très puissant. C'est peut-être bien dans une série télé, mais notre méthode est beaucoup plus efficace. Il s'agit d'un projet appelé SETI, consacré à la recherche d'une intelligence extraterrestre. Le nombre total de systèmes stellaires qu'on a examinés attentivement se limite à quelques milliers. Donc, on en est seulement au début. On n'a fait qu'effleurer la surface. Il est possible que des signaux extraterrestres passent à travers mon corps à cet instant. Si nos antennes étaient pointées dans la bonne direction, j'irai chercher mon prix Nobel la semaine prochaine. Cependant, après 3 décennies de surveillance de la galaxie, les scientifiques n'ont encore rien entendu. Pour inciter mes volontaires à se pencher sur ce paradoxe, j'ai fait venir une machine très spéciale. Incroyable! Sa conception reproduit le parcours que nous avons suivi pour évaluer la probabilité d'une vie extraterrestre. Elle fait la démonstration d'un principe appelé le grand filtre. Vont-ils deviner ce que cet objet représente? J'ai regardé cette machine un moment et j'ai dit à Will de mettre toutes les balles dedans. On verra bien ce qui se passe. Et après, j'ai appuyé sur tous les boutons. C'est dingue! Regardez. Ok, numéro 2. Beaucoup de balles sont passées de la première colonne à la deuxième. Passer de la colonne 1 à la colonne 2, c'était facile. De la 2 à la 3, c'était moins facile. Oh, regarde! Très peu de balles sont passées dans la colonne 3. Et aucune jusque-là n'est passée dans la 4. Quand on se penche sur la question, ça devient très intriguant. Je trouve que cette machine ressemble à... Elle pourrait représenter plusieurs choses. On lance des hypothèses. Je crois que les balles représentent les planètes et elles doivent remplir certains critères pour abriter la vie. Tu veux dire qu'il faut remplir plusieurs critères pour que la vie surgisse? Après, d'autres critères pour que la vie devienne intelligente? Alors ce serait... Oui, je crois. Ça représente tout le processus. Les balles sont de plus en plus rares. Il y a des barrières évidentes à l'évolution de la vie. Et ça a l'air de correspondre. Ils ont compris. Des barrières séparent les 4 compartiments de ce grand filtre. Les fenêtres dans les barrières sont de plus en plus petites, donc il devient plus difficile de progresser dans la machine. Les balles dans le premier compartiment représentent le nombre de planètes rocheuses qui sont en orbite autour d'une étoile dans notre galaxie. Dans le deuxième compartiment se trouvent les planètes rocheuses sur lesquelles il y a de l'eau liquide et qui ont développé une forme de vie basique. Dans le troisième, ce sont les espèces qui sont nées sur ces planètes et qui ont ensuite évolué vers des formes de vie complexes. Et les quelques balles qui ont réussi à atteindre le dernier compartiment représentent la vie intelligente qui n'a pas encore développé la technologie. Mais il reste une étape. Sortir du dernier compartiment. Il y a une espèce de spirale légèrement en pente. Et la balle finit par tomber. Oh, regardez! C'est dingue! Finalement, une balle a réussi à sortir de cette espèce de tube. Elle est arrivée, elle a glissé. Cela représente des êtres intelligents qui ont développé des technologies pour communiquer avec d'autres mondes. Si cette balle représente une vie extraterrestre qui peut avoir la technologie pour communiquer, ça veut dire qu'il est très improbable et très difficile d'atteindre cette étape. Le but de cette civilisation extraterrestre est d'établir un premier contact en arrivant dans la boîte qui est au bout de ma machine. On l'encourageait pour qu'elle arrive dans la boîte. Allez, 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 allez. Doucement. Et là, tout à coup... Oh la vache! C'est quoi ce délire? Notre balle a été anéantie. Très grosse déception. Elle avait suivi tout le processus et au dernier moment, elle a été éliminée par le feu. Ont-ils compris ce que cette flamme signifie?
Il faut beaucoup de temps à une espèce pour atteindre une forme de vie intelligente. Et dans ce laps de temps, la planète ou l'espèce peut disparaître. La flamme représente le fait que pendant tout ce parcours, quelque chose peut lui arriver. Si une vie intelligente se développe, elle ne va pas forcément survivre. Tout peut arriver. Par exemple, une catastrophe naturelle ou la chute d'un astéroïde sur cette planète, ou une guerre, ou une épidémie qui détruit tout. La vie est fragile. La théorie du grand filtre suppose qu'il existe un obstacle majeur pour que se développe une civilisation extraterrestre avancée et que cette vie extraterrestre survient si rarement ou si brièvement que nous avons peu de chances d'entrer un jour en contact avec elle. Pour ma part, je suis plus optimiste. Mais cette théorie envoie un sérieux avertissement à notre propre civilisation. Je crois que les humains sont dans une situation délicate. Cette machine m'a fait comprendre que la vie humaine est fragile et que notre existence en tant qu'espèce intelligente est extrêmement fragile. Réfléchissez à ce que nous avons accompli au cours de notre voyage. Notre galaxie contient environ 300 milliards d'étoiles. Chacune d'elles est une source d'énergie potentielle pour des mondes extraterrestres. Je n'aurais jamais réalisé si je n'avais pas vu ça. Et 100 milliards de planètes sont en orbite autour de ces innombrables étoiles, parmi lesquelles 50 milliards pourraient bien être rocheuses, comme la nôtre. C'est officiel. On sait comment trouver des planètes en orbite autour d'une étoile très lointaine. Nous savons que 500 millions de planètes rocheuses pourraient avoir l'élément essentiel nécessaire à l'apparition de la vie, l'eau liquide. Une forme de vie rudimentaire pourrait fort bien se développer sur d'innombrables planètes en ce moment même. Et sur certaines, l'évolution a donné le temps de produire de l'intelligence. Une vie technologiquement avancée. Vous m'entendez? J'entends une forme de vie intelligente dans l'espace. Je pense que les êtres humains ne peuvent pas être la seule espèce évoluée présente dans notre galaxie. Mais je crois fort probable que nous soyons la seule civilisation arrivée à ce stade de développement dans un rayon de plusieurs centaines d'années-lumière. Elle a réussi! C'est dingue! Alors si j'étais vous, je ne m'inquiéterais pas trop sur le risque de me faire enlever par des extraterrestres. Notre expérience a fait surgir des pensées riches de sens. Cette expérience m'a permis d'aller plus loin dans ma réflexion, de me rendre compte de réalités auxquelles je n'avais jamais pensé. J'espère qu'on découvrira la vie quelque part et que ça nous apportera beaucoup de choses. Je regarderai plus le ciel de la même façon, c'est certain. On dit que les voyages nous ramènent toujours à notre point de départ. Et on dit aussi que quand on s'interroge sur ce qui se passe à l'extérieur, on trouve souvent des réponses sur nous-mêmes. Maintenant que nous avons exploré la possibilité d'une vie extraterrestre dans notre voisinage cosmique, c'est-à-dire dans la Voie lactée, nous pouvons revenir à notre grande question. Sommes-nous seuls dans l'univers? Réfléchissons. L'univers, à grande échelle, est un maelstrom de galaxies. Les scientifiques estiment que leur nombre pourrait être supérieur à 200 milliards. Cela représente quasiment une galaxie dans l'univers pour chaque étoile dans notre galaxie. Si chacune de ces galaxies abrite seulement une espèce technologiquement avancée comme la nôtre, cela représente des milliards de civilisations extraterrestres potentielles. Et dans ce cas, l'univers fourmille de vie intelligente. Le fait que nous puissions concevoir cela est un remarquable exploit de l'esprit humain. J'espère vous avoir aidé à vous en rendre compte. En réfléchissant un peu, vous avez le génie de comprendre que nous ne pouvons pas être seuls.